Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle rencontre des Ternes sur la fiabilité de l'information, les fake news, la post-vérité, la manière de transmettre, d'annoncer les vérités, la vérité, dans le contexte contemporain des technologies de l'information toujours plus poussées et toujours plus rapides. C'est évidemment un sujet qui intéresse tout le monde, mais aussi particulièrement les chrétiens qui ont à être les témoins de la vérité et qui sont particulièrement sensibles parce qu'ils sont les disciples de celui qui se présente comme la vérité à la question de la vérité en général. Nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir 3 interlocuteurs de choix, une fois de plus, pour réfléchir à ce sujet. Jérôme Chapuis, journaliste à RTL aujourd'hui, à Europe 1 auparavant. Jérôme Chapuis a présidé pendant de nombreuses années un des rendez-vous majeurs de l'information politique, qui est le grand jury de RTL, et maintenant rédacteur en chef de la matinale d'RTL et présentateur d'un des journaux de la matinale et également de temps en temps le présentateur de la matinale elle-même. Gemma Serrano est professeur au Collège des Bernardins, bien qu'espagnol, docteur en théologie, spécialiste de théologie fondamentale, c'est-à-dire de réflexion théologique chrétienne sur le rapport de la foi aux réalités temporelles. Au Collège des Bernardins, Gemma Serrano est en train de mettre sur pied une chaire de recherche consacrée à la question du numérique et de tout ce que le numérique transforme dans la société aujourd'hui. Et François Sionneau est un acteur du numérique comme rédacteur en chef du site internet de l'Obs, un média plutôt traditionnel, la radio, même si maintenant les radios sont aussi fortement impliquées sur le web, et puis en lien avec un titre bien traditionnel et important du paysage français, l'Obs, devenu le Nouvel Observateur, puis à nouveau l'Obs, eh bien un site internet. Merci à tous les 3 d'être parmi nous ce soir. Et dans un premier temps, je serais heureux de vous entendre les uns et les autres comme à la fois praticiens et personnes qui s'interrogent, et qui s'interrogent aussi sur leur propre pratique, sur les enjeux contemporains de l'information et de la vérité. Alors, nous écoutons d'abord Jérôme Chapuis nous dire comment, rédacteur en chef d'une des matinales les plus écoutées de France, il arrive à assumer le service de la vérité de l'information. Bonsoir et merci de votre invitation, merci de votre présence. Une phrase me venait en tête avant de venir à votre rencontre. Saint Augustin écrit que l'homme, par nature, aime la vérité. L'homme, par nature, aime la vérité. Or, les hommes d'aujourd'hui n'aiment pas beaucoup les journalistes. C'est donc qu'il y a un problème. Il n'y a rien de pire pour un journaliste que d'être accusé d'avoir menti. Or, chaque semaine, l'homme qui dirige l'une des plus grandes démocraties de la planète profère cette accusation de mensonge à l'encontre d'organes de presse qui étaient jadis qui sont considérés toujours comme les plus sûrs et les plus professionnels. C'est donc qu'il y a un problème. Il n'y a rien de plus simple que de compter. Pour le papier, il n'y a rien de plus irréfutable qu'une addition. Or, nous avons battu le 14 juin 2016, au cours d'une manifestation à Paris, nous avons battu un record. Le chiffre des organisateurs était 10 fois supérieur à celui de la police. C'est donc qu'il y a un problème. Vous voyez que notre métier n'est pas facile aujourd'hui, et c'est des difficultés que nous avons à vivre au quotidien que je voudrais témoigner devant vous. Je ne vais pas centrer mon propos sur Donald Trump exclusivement, sur la Russie de Poutine, sur le projet de loi à propos des fake news. On pourra y revenir si vous voulez, mais je voudrais vraiment témoigner de ce qui rend tout cela, toutes ces questions très actuelles aujourd'hui. Je souhaite vous raconter comment moi, de là où je suis, comme professionnel de la parole publique, je traverse ce que j'appelle cette crise du crédit, la crise du crédit de notre parole.
la parole que nous partageons ensemble dans l'espace public. Cette crise, évidemment, elle a un lien sans aucun doute avec les nouvelles technologies et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Avant d'en parler, un mot sur ce qui a toujours existé et ce qui, à mon sens, ne changera jamais. D'abord, dire la vérité, ne pas trahir les faits, c'est la première chose, évidemment, qu'on demande à un journaliste. C'est le service minimum. Mais je voudrais dire, ça va peut-être vous surprendre qu'à l'échelle individuelle, cette attente, elle est nécessairement déçue. Depuis qu'il y a des messagers, ils sont accusés, parfois à tort, parfois à raison, de détourner le message à leur profit, pour leur intérêt, dans le sens de leurs opinions, pour servir leur ego, leur gloriole. Ça a toujours été comme ça, c'est l'un des reproches que j'entends le plus. Vous détournez les faits, vous tronquez les propos, vous êtes orienté, etc. C'est un reproche qui est évidemment justifié et je m'attends là-dessus à vos questions exigeantes. Je réponds parfois de manière un peu provocatrice. En fait, c'est aussi un peu mon métier, non pas de trahir les faits, mais de hiérarchiser, de choisir, de sélectionner et donc nécessairement de tronquer, de modifier. La parole qui entre dans l'espace public n'est pas, se corrompt nécessairement. Ce qui est très important, c'est que ce choix, je ne le fais pas tout seul. C'est un choix collectif et j'aurai l'occasion d'y revenir. Juste un exemple. La première fois que j'ai fait l'expérience de cette réalité, j'avais 23 ans, c'était au début des années 2000. Pendant la deuxième intifada, la radio pour laquelle je travaillais venait de mettre en place une boîte mail pour permettre aux auditeurs de réagir. Sur le même reportage, sur ce conflit, deux réactions sur le même reportage, le même sujet. Un auditeur pro-palestinien, un auditeur pro-israélien. Chacun nous accusant de prendre parti pour le camp adverse et nous demandant de rétablir la vérité. Nous demandons de rétablir la vérité. Et alors là, il y a en chacun de nous un Ponce Pilate qui sommeille et qui se dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette vérité ? De quelle vérité me parle-t-il » J'ai pas eu de réponse ce jour-là, mais j'ai compris une chose. C'est que mon rôle de journaliste, c'est d'observer, c'est de hiérarchiser, comme je vous l'ai dit, de raconter, de transmettre, et je dois m'en tenir à ça. Je dois m'en tenir à ça pour ce qui est des émotions, de la manière dont mes paroles vont être reçues. Il faut que j'apprenne à prendre de la distance. Tout cela ne m'appartient pas. L'émotion de mon auditeur ne m'appartient pas, on pourra y revenir. Et ça, c'est quelque chose qui est éternel. Voilà, il y aura toujours une différence entre ce que je veux vous dire et la manière dont vous l'aurez perçu, une incompréhension. Alors, quelque chose tout de même a changé depuis quelques années maintenant. Nous vivons depuis quelques années un bouleversement, ce que j'appelle donc une crise de la parole publique. Cette tâche qui consiste à s'entendre sur des vérités, sur des faits, sur des vérités communes, elle est devenue très difficile pour nous, journalistes. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à s'entendre sur les faits? Je parlais de la manifestation, des chiffres d'une manifestation, qui est a priori un fait assez irréfutable. Pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à s'entendre sur ce qui est vrai ou faux? Il y a une autre manière de poser la question, qui est plus spécifique. Pourquoi rien n'a pu arrêter Donald Trump et ces mensonges qui étaient vérifiables? On rappelle que 200 grands journaux américains, sur les 200 grands journaux, seuls 6, pendant la campagne, ont soutenu Donald Trump. Tous les autres ont déployé des armées de vérificateurs, de fact-checkers, et tout cela n'a rien changé. Voilà. Il y a un grand dérèglement que nous voyons apparaître depuis 18 mois dans l'espace public, mais comme journaliste, je le perçois, moi, depuis plus longtemps, je dirais depuis 2005-2010. On aura l'occasion, si vous le souhaitez, de préciser pourquoi ces dates, mais certains d'entre vous en ont peut-être une idée. C'est le moment où sous l'effet des blogs d'abord, des réseaux sociaux ensuite, et puis parallèlement avec l'avènement de l'information en continu, notre espace public, l'espace dans lequel on échange des paroles, s'est complètement modifié. Quelque chose a complètement changé dans la manière dont nous échangeons nos paroles entre nous.
ça a produit voilà, de nombreux effets. Moi, je vais en retenir 2 seulement pour ne pas être trop long. La désintermédiation et l'accélération. La désintermédiation d'abord, il n'y a plus besoin d'intermédiaires, de médiateurs, de médias, pour prendre la parole dans l'espace public. Chacun de vous, au moment où nous nous parlons, peut-être certains d'entre vous le font, chacun de vous peut tweeter, peut publier un statut Facebook sur ce qu'il fait en ce moment. Pas besoin de passer par moi. On peut exprimer des faits, on peut exprimer une opinion dans l'espace public et ça bouleverse beaucoup de choses. Quand on a commencé à s'en rendre compte, nous c'était, vous savez, au moment de l'apparition de ces boucles mail, puis ensuite ces messages Facebook qui commençaient à peu près toujours de la même manière. Les médias ne vous le diront pas, mais la vérité, c'est que. Les médias ne vous le diront pas, mais la vérité, c'est que. Et puis alors après, je vous laisse compléter. Vous avez sûrement reçu des messages de ce type. Vous en recevez peut-être encore. Cette vague d'informations sans intermédiaire, nous, journalistes, on l'a regardé monter, venir vers nous, finalement assez impuissant. Le processus a culminé il y a maintenant un peu plus d'1 an, avec la fameuse phrase de la collaboratrice de Donald Trump sur les faits alternatifs. Elle voulait parler du nombre de participants à l'investiture de Donald Trump. Voilà, les chiffres étaient démentis par les images et acculée à ces preuves, elle a dit qu'il y a une réalité alternative. Ça clôt le débat. Nous sommes défiés, nous, en ce moment, sur ce qui est notre cœur de métier, celui de médias, d'intermédiaires, de tiers de confiance. Voilà, il n'y a plus besoin de nous pour prendre la parole dans l'espace public. Désintermédiation. Puis deuxième effet qui est produit par l'apparition des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu, c'est l'accélération jusqu'à une limite extrême, qui est la vitesse de la lumière. Il n'y a plus maintenant, pour la plupart des événements, et on l'a vu à l'occasion d'événements dramatiques comme le terrorisme, plus de distance temporelle entre l'événement et le moment où il est perçu par le public. Accélération, désintermédiation, je vous donne juste un exemple, parce que quand vous croisez ces 2 effets, vous vous trouvez comme journaliste face à des cas de conscience qui sont complètement inédits. Le meilleur exemple récemment, vous l'avez tous en tête, c'est la libération de la parole des femmes victimes de violences sexuelles. MeToo, Balance ton porc, vous en avez tous entendu parler. Auparavant, ces affaires de mœurs, elles entraient dans l'espace public après un minimum de temps, un minimum d'enquête. La justice, par exemple, ouvrait une information judiciaire, vérifiait, recoupait. Ça peut aussi passer par des journalistes qui vérifiaient les témoignages, etc. Ça entrait ensuite dans l'espace public. Aujourd'hui, beaucoup de femmes, récemment, pour le meilleur et parfois pour le pire, ont pris la parole dans l'espace public pour dénoncer ces faits. Certains sont vrais, certains sont faux, on les met à peu près sur le même plan. Il y a un phénomène qui est face à nous et que nous devons traiter avec prudence, mais ça nous met encore une fois face à des cas de conscience. Je vous parlais, je voudrais vous donner un exemple, parce que dans cette vague de témoignages, il a été dit que je travaillais pour la matinale, donc je me réveille la nuit pour préparer la matinale de RTL. Une nuit d'octobre, un soir d'octobre, la fille d'une personnalité politique a accusé un ancien ministre de l'Intérieur d'agression sexuelle. Elle l'a fait sur Facebook, donc sans intermédiaire. Nous en avons pris connaissance vers 3h du matin, parce que des personnes sur les réseaux sociaux s'en faisaient l'écho et parce que des sites internet commençaient aussi à relayer l'information. Plusieurs grands médias choisissent de relayer l'info. Qu'est-ce qu'on fait, nous ? Nous avons une conférence de rédaction à 3h45 du matin tous les jours pour trier, hiérarchiser, décider de ce qu'on va mettre à l'antenne. Qu'est-ce qu'on fait face à cette parole qui, au moment où on parle, est invérifiable ? Réponse, nous avons attendu 6h30, nous avons joint cette personne, nous lui avons demandé si elle assumait ses propos. Elle nous a répondu qu'elle les assumait. Nous avons joint la personne qui était mise en cause, qui nous dit « je ne souhaite pas vous répondre ». Et nous avons choisi, avec toutes les précautions d'usage, et peut-être nous sommes-nous trompés,
nous avons choisi de publier cette information en expliquant que la personne mise en cause ne souhaitait pas s'exprimer pour le moment. Nous avons suivi ensuite, bon, je ne vous donne pas les détails de la suite, mais vous comprenez les cas de conscience dans lesquels nous nous trouvons, parce que parole des intermédiaires, parole accélérée. Voilà. Je voudrais conclure parce que tout ça, c'est évidemment très discutable et je pense qu'on va en discuter. La publication d'une information, c'est très important, c'est un fait pour nous, journalistes, professionnels, c'est quelque chose, c'est le résultat d'un choix collectif. Contrairement à la personne qui est toute seule devant Twitter, devant Facebook, c'est un choix collectif. Nous avons des processus de vérification et de discussion. Donc on décide à l'issue d'un débat, d'une discussion. C'est très important d'avoir ça en tête. Évidemment, des processus de vérification, je pourrais y revenir beaucoup. Ça n'empêche pas les erreurs. Ça n'empêche pas les erreurs qui sont parfois très lourdes. On pourra en parler là encore si vous le souhaitez. Mais je voudrais insister là-dessus pour finir, c'est un travail, le journalisme, c'est un métier. Et c'est très important, c'est un travail de conscience. À un moment où l'information s'automatise, où on croit pouvoir se passer des journalistes, où les algorithmes font des choix à notre place pour nous imposer des informations sur Google, sur Facebook, etc., je crois qu'il est très important d'avoir des femmes et des hommes qui réfléchissent et qui, en conscience, choisissent de mettre en avant certaines informations. Ça n'enlève pas le fait qu'ils commettent des erreurs, qu'ils travaillent sous certaines pressions, mais pour faire circuler une parole authentique, une parole de qualité, nous avons besoin d'hommes et de femmes. J'ai commencé en parlant d'une crise de crédit. Ce n'est pas pour le plaisir de faire un jeu de mots. Je crois que la parole publique, c'est la monnaie d'échange de notre débat démocratique et nous sommes tous responsables, et effectivement peut-être plus particulièrement les chrétiens, de la qualité de la parole qui circule entre nous. Merci beaucoup. Alors comme vous l'avez entendu, Jérôme Chapuis tient une réunion de rédaction en général à 3h30 du matin, donc se réveille à 2h15, notamment demain matin. C'est dire la générosité de sa présence ce soir, mais aussi c'est quelque chose de cet effort des journalistes qui souhaitent nous informer. Il y a quelque chose de monastique dans ce lever nocturne des matinaliers des grandes chaînes d'information. Alors, la question de la désintermédiation et de l'accélération se pose de manière encore plus aiguë quand on est responsable d'un site internet qui est en prise directe avec le surgissement permanent de toutes sortes de nouvelles. Il faut sans doute encore plus rapidement décider de ce que l'on publie, de ce que l'on ne publie pas. Voilà pourquoi c'est important que le rédacteur en chef d'un site internet nous parle de sa propre expérience du rapport aux fake news et à l'information. Merci, mon père. Moi, j'ai plus le temps. La conférence de rédaction, elle est plus tard. Même si le site internet dont je m'occupe est actif, en gros, de 6h à 23h chaque jour. Et finalement, en effet, diffuse un peu comme une radio, un peu comme une chaîne d'info, l'information en continu. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jérôme sur les grandes règles très très justes du journalisme. Elles sont valables pour la radio, elles sont valables pour le journalisme sur Internet. Elles sont les mêmes, elles sont, inébranlables. Mais il se trouve en effet que je travaille sur le média qui est à la fois finalement, potentiellement Internet, le grand accusé, le grand pourvoyeur de fake news. Alors, quand il s'est agi de penser à la préparation de cette conférence, je me suis posé la question finalement de fake news. On en parle beaucoup récemment. Et en même temps, la fake news, c'est vieux comme le monde. On aurait appelé ça auparavant une fausse information. On dit fake news aujourd'hui parce que ça retraverse l'Atlantique de manière forte. Mais c'est vieux comme le monde. Et en cherchant un exemple, je repensais aux écrits qui, vous savez, circulaient sous le manteau sur Marie-Antoinette pour la dénigrer, pour l'accuser des pires mots. Vous
voyez, rien n'est bien nouveau. En revanche, ce qui est aussi toujours valable, c'est que les médias, et plus que jamais aujourd'hui, ont à les combattre parce que notre métier, c'est en effet la vérité, les faits avérés. Ce qui est nouveau, c'est l'ampleur. Et l'exemple le plus criant qui est récent, j'y reviens, c'est quand même la campagne, l'élection de Donald Trump qui a mis en lumière cette expression et ce fonctionnement. Quelques chiffres rapidement pour vous situer un peu l'ampleur du phénomène dont on parle. Il se trouve que pendant la campagne, il a été mesuré que 126 millions d'Américains ont été plus ou moins, au moins une fois, impactés par une fausse nouvelle, quelle qu'elle soit. Fausse nouvelle provenant d'un pourvoyeur qui peut venir. Alors on a parlé de... Il se trouve qu'on parle beaucoup de Russie, mais peut-être d'autres choses. Alors pourquoi une telle ampleur ? Jérôme l'a dit très justement, bien sûr, l'accélération de l'info en premier lieu. Il se trouve que, avec la brève expérience que j'ai dans les médias, dont j'ai déjà, en une grosse dizaine d'années, on a vécu une accélération formidable, dans le sens, non pas un jugement de valeur, mais impressionnante. L'un des principaux responsables de cette accélération sont des chaînes d'infos, c'est indéniable, qui ont besoin de sans cesse nourrir, répéter, et du coup qui, face à la mission très juste de la hiérarchisation de l'info, de fait, doivent sans cesse renouveler, et cette hiérarchisation est peut-être moins évidente qu'auparavant sur des titres très réguliers qui revenaient soit dans des journaux télévisés, soit sur des titres imprimés. L'autre facteur, c'est évidemment l'arrivée des réseaux sociaux, Facebook en tête, Twitter également, qui a une grande importance dans les rédactions web, j'y reviendrai, enfin des rédactions en général. Et Facebook qui, en effet, participe de manière très forte à cette désintermédiation dont il était question. Face à cela, face à ces deux facteurs conjugués, qu'est-ce qu'on observe ? On a une hyperproduction aujourd'hui d'informations. On est noyé sous l'information. Et le monde produit sans cesse des données. Tout le monde, en fait. Et le monde n'a jamais produit autant d'informations. Et face à cela, on est, j'allais dire, noyé dans l'obligation de faire des choix. Et ces choix sont difficiles. Je voulais également revenir sur finalement, ce qu'était une fake news aujourd'hui. Une fake news, finalement, à quoi ça sert ? Il y a plusieurs, elles ne sont pas toutes du même acabit. La première chose, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est pour influencer, pour déstabiliser, pour nuire. Là, on pense évidemment aux fake news autour de la vie politique, évidemment, mais c'est toutes les attaques en général, la production d'informations qui vise à déstabiliser un camp, quel qu'il soit. Mais ce n'est pas la seule chose. La fake news aussi, ça peut être tout simplement, c'est un marché, c'est un business. Produire une information, en particulier sur le web, c'est pousser et chercher à attirer le fameux clic qui produit un revenu publicitaire. Pendant je reviens à la campagne présidentielle américaine, il y a eu des reportages très intéressants dans diverses parties du monde où il y avait vraiment des usines à fake news, des gens qui produisaient des fausses informations, des pages web sur lesquelles étaient branchés des contenus publicitaires et voilà, et des revenus étaient générés grâce à cette fausse information.
Évidemment, les deux combinés sont extrêmement nuisibles. C'est l'un des aspects. Il avait été, entre guillemets, prouvé qu'il était plus rentable aux États-Unis. Vous génériez plus de clics, donc vous attiriez plus d'internautes en publiant des contenus raillant Hillary Clinton plutôt que Donald Trump. Alors allons-y gaiement. On publiait davantage, les pourvoyeurs de fake news publiaient davantage contre Hillary Clinton. Voilà. Et puis, il y a autre chose. Les fake news, ça peut aussi ne pas être faux au départ. Mais toute la magie, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets du web, peut transformer un fait lambda, voire une blague potache en fake news. Dernier exemple en date, hier. Vous avez peut-être vu qu'il y a eu début de krach boursier hier. Un internaute américain, publiait un tweet, a fabriqué un faux tweet de Donald Trump, disant, je le résume, si un président des États-Unis voit le Dow Jones baisser de 1000 points en une journée, il doit démissionner. Et assurant que c'était un tweet publié par Donald Trump il y a quelques années. Ça a créé des articles de presse, etc. Sauf que c'était une blague au départ. Et il a fallu plusieurs heures pour dire non, attendez, c'était une blague. Voilà. Et donc, il y a eu des mises au point, mais il y a aussi beaucoup de médias qui, certainement, n'ont pas fait de mise au point. Voilà. Donc, la fake news, c'est aussi ça. C'est tout ce capharnaüm qu'est le web, au final. Alors, comment s'y retrouver ? J'en viens au journalisme web à proprement parler. Au départ, le web journaliste, c'est un journalisme similaire à la presse écrite et qui, au départ, avait finalement les mêmes fonctionnements que la presse écrite, qu'un journal lambda qui suivait, qui voyait un fil de dépêche de l'AFP et qui les suivait, qui s'en servait comme matière de base, etc. Aujourd'hui, les choses ont changé. Aujourd'hui, on travaille totalement différemment. Et c'est vrai, c'est un fait, qu'on est la plupart du temps d'abord informé par les réseaux sociaux de faits qui sont en train d'arriver. Mais attention, nous, notre travail, on en est conscient, je rejoins ce que disait Jérôme à l'instant, un tweet, aussi sûr qu'il nous paraisse, n'est jamais une information vérifiée. C'est là que tout commence dans notre travail. C'est juste une matière qu'il va falloir aller vérifier, qu'il va falloir confronter au réel par une vérification. Là, tout ce qu'il y a de plus classique pour le travail de journaliste. C'est exactement cette désintermédiation dont on parlait à l'instant. Se côtoient sur les réseaux sociaux les mêmes, et donc potentiellement de même valeur, une info publiée par une personne lambda et par un grand média. C'est ça aujourd'hui, ce à quoi nous sommes confrontés. C'est particulièrement vrai dans tous les moments d'accélération de l'actualité. Là, je repense en effet à l'actualité quand elle devient tragique, aux attentats. C'est dans ces moments-là qu'on voit comment se comporte un bon média et un média moins sûr. On peut publier tout et n'importe quoi à ces moments-là. Et des médias se trompent toujours. Il n'y a rien de pire pour un média, en particulier sur les web, que de devoir reculer. On peut le faire, c'est facile en un sens de corriger, mais c'est terrible pour la légitimité et l'image de marque, finalement. Il n'y a rien de plus précieux pour un média que sa fiabilité. Donc, dans ces moments-là, je prends par exemple, il y a quelques temps, il y a eu un attentat sur les Champs-Élysées, vous vous en souvenez peut-être, un soir. Il y a eu énormément de versions qui circulaient, citant pourtant la police,
citant des sources policières, citant la préfecture de police, etc. J'étais à la rédaction à ce moment-là, et j'avais une sorte de pression à publier, parce que je voyais de la concurrence commencer à publier des papiers, à mettre au conditionnel, mais à publier. Et puis c'est vrai qu'il y avait des agences de presse Reuters, faut pas la citer, qui publiaient ces versions de la police. Mais ça ne confrontait pas entre ce qu'on pouvait voir sur certains témoins sur place, l'AFP, etc. Et du coup, c'est vrai qu'on a publié plus tard. Il était urgent de ralentir dans ces moments-là. Et je pense que c'est vraiment une des leçons des médias en ce moment, de savoir ralentir. Et notamment quand il s'agit de faits lourds et tragiques. Voilà. Ça, c'est une des premières leçons que, à mon avis, les médias sont en train d'en prendre conscience petit à petit, après plusieurs erreurs qui auraient pu être faites. J'allais le résumer en disant que mieux vaut toujours une info vérifiée qui arrive 2 minutes plus tard qu'une info qui arrive 2 minutes trop tôt et qu'on devra démentir. C'est aussi pour ça que les médias sur Internet finalement essayent d'afficher une grande clarté, une grande transparence avec le lecteur. Vous avez peut-être remarqué que la plupart des médias publie de temps en temps des papiers qui traitent très simplement ce que l'on sait sur la situation de. Voilà, ça permet d'essayer de montrer que notre travail est en constante progression, qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas encore, et on l'écrit, on avance sans cesse. Voilà. Alors, les médias en eux-mêmes sont face à l'immense source d'information qu'est le web, un des premiers remparts face aux fake news, et on y reviendra en effet. Mais ce ne sont pas les seuls. Il y a une part de responsabilité qui incombe aux réseaux sociaux eux-mêmes. Facebook est en train de commencer à penser, à parler, de changer son fonctionnement, soi-disant pour lutter contre les fake news. Je me permets d'en douter un tout petit peu par rapport à son fonctionnement. Je ne suis pas sûr que Facebook, sa première raison d'exister soit la publication de la vérité. C'est un peu plus tourné vers les recettes publicitaires, mais il commence à en parler. Les États, la loi, en effet, un projet de loi qui a priori est déjà envisagé par le gouvernement. Pas seulement en France, l'Allemagne vient de prendre début janvier de prendre une loi censée lutter contre les fake news. Au mois de janvier, il y a déjà eu un gros raté de cette loi en Allemagne qui a eu un impact, c'est qu'il a contribué au retrait d'Internet d'un contenu censément extrémiste, mais en fait qui était complètement humoristique, d'un grand site parodique. Donc la loi, pour en parler. Voilà. Autre piste face à ce bouleversement du paysage médiatique, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir une éducation face aux médias aujourd'hui. On n'est plus face à un paysage médiatique assez figé, que je pourrais caricaturer entre des journaux imprimés, les grands messes du 20h, etc. Non, c'est un paysage qui bouge énormément, et il y a une éducation face aux sources, face à ce qu'est un média fiable qui peut être fait, je pense, peut-être dès l'école. Pourquoi pas ? Ça, c'est une piste qui peut peut-être être explorée dans un deuxième temps. Voilà. Et puis les médias en eux-mêmes, alors voilà, pour terminer, qui sont ce rempart pour essayer de dire la vérité. Preuve en est quand même
et je vais terminer sur ce point, c'est que depuis que l'élection de Trump, le New York Times n'a jamais gagné autant d'abonnements et n'a jamais autant eu de lecteurs. Alors voilà, peut-être que les fake news au final sont un des aspects qui redonneront une bonne santé et une confiance dans les médias. Voilà. Merci beaucoup. Alors je suis sûr que certains d'entre vous brûlent de poser des questions déjà. Est-ce qu'on peut vraiment considérer les médias comme des tiers de confiance, pour reprendre l'expression de Jérôme Chapuis? Est-ce que nous avons d'un côté les chevaliers blancs de la vérité que sont les journalistes face à la crédulité du public et à la férocité des politiques? Nous pourrons poser cette question tout à l'heure, mais peut-être que plus profondément, constamment nous avons parlé du rapport à la vérité. Jérôme Chapuis a commencé en citant Saint-Augustin, l'homme aime la vérité, mais précisément, aujourd'hui, la notion de vérité est en crise. C'est toute la question du relativisme qui a beaucoup fait parler et réfléchir le pape Benoît XVI, le pape François aussi d'ailleurs. Et finalement, une nouvelle particulière peut être le choix de défendre une forme de vérité pour un groupe, pour une cause. C'est toute la question de la post-vérité, du dépassement de notre rapport classique, disons, à la vérité. Alors, est-ce que cette question de la vérité a encore un sens? Et quel sens peut-elle avoir dans ce contexte de l'accélération médiatique? C'est ce que Gemma Serrano va nous aider à réfléchir. Bonsoir, merci beaucoup. Donc, n'étant pas journaliste, je vais essayer de vous dire l'analyse qui est la mienne, qui part de la définition que le dictionnaire d'Oxford donne de la post-vérité, après la vérité. Et c'est à partir d'elle que ma réflexion surgit. Donc, il définit la post-vérité comme ce qui est relatif aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Donc, les faits objectifs ont moins d'importance et moins d'influence que les opinions personnelles et cet appel aux émotions. Le thème des opinions personnelles est très connu et on a beaucoup discuté en philosophie et j'ai voulu faire l'hypothèse que le thème de l'opinion, c'est le thème de la doxa. Et je suis allée voir qu'est-ce que c'était cette doxa dans les Grecs, Aristote et Platon. Et ça a été intéressant de revenir chez eux à nouveau en disant est-ce que la doxa a changé aujourd'hui? Quelles sont les mutations? Donc je vais vous proposer 3 mutations de ces opinions et de leur rapport à la vérité et à la liberté. Donc une première mutation, c'est celle qui définit, Aristote en particulier, définit la doxa comme ce qui est commun à tous et surtout ce qui est reconnu par tous à partir des plus renommés, des personnes les plus savantes. Je me suis dit alors, est-ce qu'aujourd'hui, l'opinion est ce qui est reconnu par tous? Ce qu'on vient d'écouter, c'est que ce n'est plus ce qui est commun. Les grands téléjournaux de 20 heures où tout le monde s'est rassemblé et écoutait les mêmes nouvelles, ou la sortie du Monde dans l'après-midi, où tout le monde allait lire les mêmes choses. Aujourd'hui, chacun a son fil des nouvelles, il accède comme il peut, comme il veut, mais il n'y a plus un constitutif commun. On n'entend plus tous les mêmes nouvelles, qu'on le veuille ou pas, se sont réparties. Donc c'est comment est mis un peu, vous voyez, en crise. Parce qu'on a donné beaucoup de poids à ce qui est individuel. Chacun a sa propre information personnelle et avec tous les algorithmes des recommandations, vous allez recevoir vraiment ce qui vous intéresse, ce que vous voulez. Vous n'allez pas être dérangé avec d'autres choses. Des nouvelles qui ne vous intéressent pas, vous ne l'aurez pas. Seulement parce que vous êtes là-dedans. Donc du coup, une première mutation, c'est qu'on est passé du commun à la publication de tout un chacun et à l'information personnalisée, individualisée. La seconde chose de ces premières mutations,
pour moi, c'est que, du coup, les savants les plus réputés ont perdu tout type de fiabilité. C'est ça aussi qu'on était en train d'entendre. Je lisais, peut-être vous aussi, dans La Croix, est sorti comment ça s'appelle ? Les sondages Kantar, les sondages de La Croix, mais il y a aussi les sondages Edelman sur la fiabilité des médias. Et quand on dit médias, je dis là, médias traditionnels. Donc les savants, dans ce cas, l'intermédiaire, celui qui pouvait faire l'état des lieux pour une opinion publique, n'est plus fiable. Et les raisons sont multiples. Ce qu'il disait Edelman dans son analyse, c'est que on doute des intentions des médias. C'est-à-dire, on va penser qu'ils préfèrent des breaking news, de nouvelles rapides et vraiment, qu'ils préfèrent ça à une information très précise, ou qu'ils vont faire une idéologie particulière. Donc, vu qu'ils ont des choix de rédaction, donc ils sont partisans. L'humain n'est pas le Figaro. Ils sont partisans d'un lieu, donc du coup, ils ne vont pas avoir des informations précises. Les choix de rédaction n'est pas aussi neutre, n'est pas aussi libre, et du coup, ils ne vont pas donner une véritable information. D'autres choses, c'est qu'ils préfèrent créer beaucoup d'audience que d'avoir des nouvelles sérieuses, ou qu'ils vont céder à l'argent et à la pression politique plutôt qu'à l'indépendance. Vous voyez bien comment ces savants, ou ceux qui étaient les garants d'un quatrième pouvoir, ne le sont plus. Ils ont perdu leur pouvoir. Donc, pour moi, il y a une véritable immutation dans cette opinion publique où il n'y a plus un commun parce que tout un chacun s'informe comme il peut individualiser, et il n'y a plus les savants, ceux qui avaient l'autorité, où on allait pour savoir ce qui se passait les matins en écoutant la radio ou en lisant le journal, et qu'on allait discuter après en prenant un petit café, et que tout le monde avait entendu la même chose. Maintenant, chacun a entendu une chose différente, et on ne se fie plus de ceux qui normalement étaient les compétents pour ne le faire. Donc je pense que là, il y a une véritable mutation qui va de pair avec une autre qui commence à avoir une crise. Et ce qui était très intéressant, c'est que pas uniquement on doute que les médias disent des choses vraies, mais aussi les plateformes commencent à être remises en question. On doute que peut-être tout ce qu'on voit dans notre fil, dans notre mur, tout ce qu'on suit, puisse être vrai. Donc vraiment, dans les analyses, on est passé. On ne doute pas uniquement des savants, de ceux qui étaient intermédiaires, mais on doute aussi des plateformes, et on doute aussi de nos propres amis qui nous donnent des nouvelles qui soient performantes. Donc il y a véritablement, je pense, dans ces mutations, une crise de la confiance. Et la question que je pense qu'on pourra discuter aujourd'hui, c'est comment redonner des repères, comment miser sur une confiance qui doit s'établir mutuellement. Et je pense que la piste aussi de l'éducation aux médias en est une, et la piste d'avoir des experts, des universitaires, de mettre plusieurs personnes ensemble pour en discuter de cette information peut en être une autre. Donc voilà une première mutation sur cette doxa classique. Un autre aspect de la doxa, et qui serait cette deuxième mutation dont je veux vous entretenir, c'est que la doxa était vraiment, pour Platon, une faculté intermédiaire, donc entre les connaître et l'ignorer, entre l'apparence et la vérité. Je pense qu'aujourd'hui, la mutation, c'est qu'on préfère l'apparence que la vérité. On préfère l'ignorance que le connaître, même si l'ignorance est revêtie de vérité. Je pense que là, il y a une véritable mutation. Mais pourquoi ? Comment est-ce possible ? Une première chose, c'est que ces fake news, comme on voit,
qu'on dise les papes a soutenu la candidature à Donald Trump. Les gens l'ont cru. Oh, les Pizzagate, tant qu'il n'est pas démontré, cela reste une histoire. Hein? Donc, on est vraiment face à des fake news qui ont, comme il nous a été dit, je ne vais pas souligner trop, une incidence réelle, effective dans la société. On y croit à ce qui est raconté, tout en sachant que peut-être c'est faux. Mais peu importe, ce qui a un pouvoir pour moi là, c'est le fait que simplement quelqu'un l'ait dit, même si c'est une blague comme ce matin. Le fait que simplement quelqu'un l'ait dit a une effectivité. Cela a été dit, cela a été écrit, même si on n'a pas vérifié. On l'a dit, ça marche. C'est un peu comme, je l'ai entendu à la télé, je l'ai lu sur mon fil, je l'ai dit, on me l'a dit. Donc, ça prend un poids, ça prend un engagement. Seconde chose intéressante, c'est que ça peut être un faux, mais c'est un événement. C'est un événement, ça a une effectivité et ça s'ancre dans l'histoire. C'est un événement, vous voyez. Et la troisième chose de ces fake news, qui est très intéressante pour moi, c'est qu'ils suscitent de l'engagement. C'est que la vérité ne la suscite pas nécessairement. Parce que même si c'est faux, si ça correspond à ce qu'on pense, on est très content. Ça va dans notre sens. On ne veut pas qu'on nous démente ce qu'on a toujours cru. Donc, la fake news va susciter beaucoup d'engagement, va rassurer aussi nos préjugés, nos manières de voir le monde. La propagande, ça existait toujours, hein, ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui. Et ça nous rassure. Mais ce qui est drôle, et je vous aimerais parler avec les deux journalistes ce soir, c'est que, du coup, les médias, ils disent, OK, nous, par contre, on ne fait pas de fake news, on fait les fact-checking, on montre la vérité. C'est qu'avant, ils ne le faisaient pas, ils ne montraient pas la vérité. Ils faisaient ça, c'était leur travail, mais ce n'était pas visible, ça faisait partie du travail invisible. Aujourd'hui, ça devient visible. Nous, on est des fact-checkers. Hein, depuis les années 2003, on est des fact-checkers. Donc, nous, on va vous montrer comment on fait cela, comment on dit cela est faux, etc. Les problèmes qui se passent, et que Trump a bien mis en place et que d'autres posent, c'est que quand ils disent « nous, on est en train de vous montrer ce qui est vrai de ce qui est faux », à nouveau, on rentre dans cette éditorialisation, dans cette manière de dire. Du coup, on va se dire c'est une position partisane. Chaque journal a sa position partisane, même s'il est en train de dire qu'il dit la vérité. Et ça devient le lieu d'une lutte des opinions, peu importe que les unes soient vraies, que les autres soient fausses, que ce soit un journaliste qui les dit. L'important, c'est que chacun a son opinion partisane. Et là, je pense que vraiment, il y a cette seconde mutation, c'est l'apparence qui gagne, parce que cela a été dit, c'est cette multiplicité d'interprétations et une perte de rôle très sérieux pour le journalisme. Par exemple, les décodeurs dans le monde. Hein, ils mettent en place tout ce lieu de décodage pour qu'on puisse comprendre cela est vrai, cela n'est pas vrai, mais qui n'est pas se dit, est-ce qu'ils ne sont pas en train de prendre une position et donc du coup de biaiser ce qu'ils racontent. C'est une question que j'aimerais qu'on puisse discuter. La troisième mutation, et qui a commencé déjà à la télé, c'est que l'opinion est devenue divertissement. Hein, quand on invitait sur les plateaux, quand on invite des politiciens, ça se fait dans une air très détendue. Ils peuvent frôler des faits qui ne sont pas vraiment réels, mais ce n'est pas si grave que ça. Parce que ça amuse. D'ailleurs, il y a des jeunes des laboratoires d'innovation de Google qui ont fabriqué des fake news et qui n'étaient pas du tout repentis. D'ailleurs, je vais vous lire. Hein. Au début, c'était pour rigoler entre potes.
puis la pub est venue. Voilà, tout expliqué. Au début, c'était pour rigoler, puis la pub est venue. Et cela a bien marché. Ça nous a fait 6 ou 7 millions de visites, même si c'était faux. Donc, c'est devenu un divertissement et cela crée l'intérêt, indépendamment de cette vérité. Donc, dans ces 3 mutations, vous voyez, les communs n'est plus là, l'individu est celui qui publie, l'apparence des fake news crée et maintient les idées de chacun, de tout un chacun. Cela devient un divertissement. Ma question qui vient, c'est de dire que du coup, on a un véritable écart dans la post-vérité entre vérité et liberté. La vérité vous rendra libre. Il n'y a plus les liens entre vérité et mensonge. On construit des faits, même s'ils sont faux, parce qu'ils sont des événements auxquels on s'engage. Et donc, dans ces écarts, on ne peut plus déchiffrer les mensonges. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Parce que même si un journal s'est démenti, dans les flux constants des nouvelles, ça va être noyé. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ne démentissent pas parce qu'ils savent que ça ne sert à rien. Dans les secondes qui suivent, ça va se perdre. Ce n'est pas quand même bien grave. Donc, je les provoque, mais voilà. Parce que les démentis, ça ne crée pas grand-chose. Du coup, il est très difficile de déchiffrer ces mensonges et on est dans une manœuvre de dissimulation qui cache la vérité, dans des altérations qui modifient toute la nature. Et du coup, on est vraiment, comme dit Augustin, dans la non-conformité entre la bouche du cœur et la bouche du corps. On dit, mais c'est pas grave si on ne les sent pas. Alors, vous me dites, au milieu de cette analyse, de ces mutations, alors est-ce que la vérité vous rendra encore libre? Comment on peut faire? Moi, je vais énoncer quelques pistes. Une première piste, c'est toujours Augustin, je pense que c'est lui de la soirée. Il dit, je vais faire la vérité, non seulement dans mon cœur, mais aussi par écrit et devant plusieurs témoins. Donc, qu'entend-il quand je vais faire la vérité, pas seulement dans mon cœur, mais devant plusieurs témoins? Donc d'abord, la vérité n'est pas garantie, hein, et elle exige un véritable apprentissage individuel, mais aussi technique, mais aussi collectif. Et moi, je pense que quand c'est dit devant plusieurs témoins, cela veut dire qu'on ne peut plus continuer uniquement à publier tout seul. Il est nécessaire qu'il y ait un travail commun des publications et un travail aussi de responsabilité de comment on publie. Il ne suffit pas de mettre une chose, il y a une littératie à apprendre. De la manière dont on écrit, cela a un impact. De la manière où on se montre dans les blogs, dans Facebook, les choses qu'on dit. C'est pas uniquement, voilà, j'ai mis un truc, je le laisse, voilà, je montre. Il y a une responsabilité très sérieuse de chacun d'entre nous quand on va publier, parce que cela va devenir public. Je pense que ça, c'est une piste de cette responsabilité individuelle et aussi collective de mettre en place ça. La seconde, c'est celle de soumettre à l'épreuve la vérité. William James dit les idées vraies sont celles que nous pouvons assimiler, valider, corroborer, vérifier. Les idées fausses, elles, ne se prêtent pas à ces opérations. Donc, la vérité résiste toujours à l'épreuve. La vérité, c'est ce qui est solide, ce qui demeure. En hébreu, émet, hein? C'est Dieu qui est la vérité. Ce qui
pas uniquement celui à l'effeuillat qui est dévoilement, c'est qu'on dévoile, qui n'était caché et qu'on dénonce et qu'on met, mais celui qui résiste à l'épreuve, celui qui est vraiment solide. Et je pense qu'on doit commencer à penser que ces vérités qui sont en train de revenir, parce que la question se pose, comment la vérité peut encore dans l'information surgir, ça doit être vraiment du solide, même si ça prendra du temps de faire, mais c'est toujours la discussion entre informer en manière continue et faire des recherches, un journalisme d'investigation ou d'opinion. Une autre chose à faire, c'est aussi la rectitude du regard. Comment on regarde cela et comment on s'exprime en face des nouvelles qu'on reçoit. La légitimité du regard. À qui on accorde du crédit. Et chacun doit se poser la question de ces crédits accordés. Pourquoi je fais confiance? Quel est mon premier geste? Et quelles raisons me font faire confiance à cela, au lieu de naviguer tout le temps dans la suspicion qu'on pourrait être en train de me mentir, de me manipuler, voilà. Donc, rentrer dans cette accorder du crédit, pouvoir avoir une innocence peut-être naïve, mais accorder des crédits à certaines personnes. Autrement, si on arrête d'accorder des crédits, ça ne marchera plus. Et puis, une autre chose, être libre, dans le sens, être une société, construire, participer à la construction d'une société à travers les informations et les publications que chacun d'entre nous fait, qui a une capacité de rêver, de se donner un avenir, de croire qu'il est possible qu'un avenir existe, qu'un futur s'est construit ensemble, que ces nouvelles vont nous aider à discuter, à débattre, à être dans un ensemble commun pour pouvoir décider de cet avenir. Et je pense que cela est absolument plus urgent que jamais, que la presse et que nous, on puisse accorder du crédit, qu'on puisse avoir cette rêve d'une vérité, d'un avenir, ou une discussion, un débat, des points de vue différents vont pouvoir nous aider à réfléchir et à construire ce qui est à venir, mais sur des bases solides comme celle qui est la vérité. Voilà un peu mes réflexions